Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se fait une petite vidéo questions-réponses et explications sur certaines choses. Donc on va commencer avec des petites questions qu'on nous a posées sur la page Facebook, la pâtisserie facile toujours. Donc on m'a posé la question, chou avec craquelin ou pas, et est-ce que ça dénature le goût ou pas? Alors chou avec craquelin, oui, pour la cuisson chez vous, parce que les choux à faire à la maison c'est beaucoup plus complexe qu'en professionnel, parce que les choux en général on veut les faire au four à sol, c'est-à-dire un four à sol c'est comme les fours à pizza si vous voulez chez vous, les fours de boulanger où ils cuisent les baguettes, voilà c'est ça un four à sol, donc on a besoin de ça normalement pour cuire des éclairs, choux, peu importe. Maintenant chou avec craquelin ça peut se faire au four ventilé, parce que le craquelin va permettre de faire une genre de couche autour de votre chou qui va craqueler mais pas trop, alors que si vous cuisez un chou au four ventilé, donc au four normal de cuisine lambda comme chez vous, et que vous mettez pas de craquelin, ça va craquer de partout et les choux sont dégueulasses. Très sincèrement ça sert à rien de faire des choux comme ça, c'est pas beau du tout. À part si vous n'aimez pas le goût du craquelin, mais en soi le goût du craquelin franchement ça apporte beaucoup plus en termes gustatifs que sans craquelin. Petit conseil, si vous voulez faire sans craquelin, du coup ça va être préchauffage 250 degrés de votre four, vous enfournez pas, vous avez dressé déjà vos choux etc, vous enfournez pas. Dès qu'il a 250 degrés, vous éteignez votre four, comme ça il n'y a pas de ventilation qui tourne, vous enfournez, vous fermez votre four, vous ne le rouvrez pas pendant 15 minutes à peu près, 15-17 minutes, ça dépend de la taille de vos pièces en fait, vous ne rouvrez pas du tout, et au bout de 15-17 minutes, vous allez pouvoir amener à 160-170 degrés pour finir la cuisson. Tout dépend toujours de la taille de votre pièce. Si c'est des petits choux, je veux dire, ça va être une dizaine de minutes. Si c'est des éclairs, c'est déjà un peu plus costaud, ça va être entre 10 et 15 minutes. Et si c'est des gros choux de religieuse ou des trucs comme ça va être beaucoup plus, on va être sur du 20 minutes. Voilà, faut voir à peu près. Donc au final, on a pour des petits choux, on a peut-être 25 minutes de cuisson, et pour des grosses pièces, on va être à 35 minutes à peu près. Ça, c'est pour sans craquelin. Avec craquelin, plus de bêtises. Vous passez à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes, 20-22 minutes à peu près. Ça dépend de votre four, toujours pareil, les fours ne cuisent pas tous de la même façon. Un four n'est pas équivalent à un autre, donc faites bien attention, si la première fournée ne marche pas, c'est qu'il va falloir peut-être modifier un des réglages. Petite chose pour bien réaliser votre pâte à choux, vous avez plusieurs choses à vérifier, c'est que déjà vous avez une recette de base. La recette de base, pour tout ce qui est ingrédients en cuisson, c'est pratiquement toujours la même chose. Normalement il y a eau, lait, s'il n'y a pas de lait c'est de la poudre de lait, donc il y aura un peu plus d'eau, beurre, sel, sucre. Ensuite on va ajouter pour dessécher la farine, et la farine on l'ajoute hors du feu, je précise bien hors du feu. Vous faites votre mélange pour bien homogénéiser le tout, et après on remet sur le feu pour dessécher la pâte. Et c'est ça que c'est très important de dessécher la pâte. Alors dessécher la pâte ça veut dire quoi? Vous mélangez votre pâte dans votre casserole jusqu'à temps qu'il y ait une petite croûte au fond en fait, et cette petite croûte vous dire qu'en fait la pâte est bien desséchée, donc vous transvasez directement dans un cul-de-poule, un saladier, peu importe, et vous allez incorporer vos œufs. Et c'est là que vient le problème, c'est les œufs. Alors les œufs, on vous dit, admettons, il faut 4 œufs, donc 200 g d'œufs. Un œuf fait à peu près 50 grammes. Il faut 4 œufs, c'est pas une science exacte. C'est pour ça qu'on vous dit à peu près 4 œufs, parce que ça fait pas forcément 200 grammes, et selon si vous l'avez desséché plus ou moins longtemps, il va falloir plus ou moins d'œufs, etc. Il va falloir une fluidité quasiment parfaite pour avoir des choux parfaits. Vous pouvez pas arriver avec une pâte à choux où il y a trop d'œufs et avoir des choux parfaits. S'il y a trop d'œufs, elle va gonfler beaucoup plus votre pâte à choux. Donc il faut vraiment faire attention à ça, surtout en four ventilé. Si vous avez trop d'œufs, ça va gonfler, éclater, et c'est là que vous allez avoir des choux pas très jolis. Si vous allez avoir pas assez d'œufs, les choux vont pas gonfler du tout, voire être plats, vous êtes tout petit. Si vous avez dressé d'une certaine taille qui est plus ou moins d'œufs, celui où il y a beaucoup d'œufs, ça va gonfler beaucoup, et celui où il n'y en a pas, ça va pas gonfler du tout. S'il y a trop d'œufs, par contre, vous allez avoir un surplus d'humidité on va dire, et un surplus d'œufs, donc ça va gonfler beaucoup, vous allez avoir l'impression que c'est bien, et ça va se raplatir parce qu'il y a trop d'œufs, trop d'humidité, et c'est pas bon du tout non plus. Donc il faut avoir exactement le bon dosage en œufs. S'il y a marqué 4 œufs, vous mettez vos 4 œufs dans un petit pot, vous les battez, ça vous fait un liquide. Ce liquide là, alors il faut bien les battre pour que l'échalage, c'est ce qui tient
le jaune au milieu de vos blancs, c'est les petits morceaux un peu filamenteux qui sont dans votre œuf. Donc ça, faut bien fouetter vos œufs pour que ce soit bien homogène et qu'il n'y ait pas ces filaments. Et vous allez incorporer petit par petit vos œufs dans votre préparation de pâte à choux. C'est toujours mieux d'avoir un batteur, c'est toujours plus facile. Maintenant, si vous n'en avez pas, à la main, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Avec une palette, on mélange bien tout ça et on va avoir une texture à respecter. Donc là, à vous décrire la texture, en fait, tout simplement, vous allez avoir votre masse. Donc admettons, s'il y a 4 œufs à mettre, que vous ayez mis 3 œufs, déjà vous allez vous dire, bon, je m'arrête là. Et vous allez prendre votre doigt avec la masse et du coup il va falloir passer votre doigt dans la masse, et si la masse se referme tranquillement, une vitesse on va dire qui a fait comme ça, c'est que votre pâte est bonne. Si elle est très lente, voire très dure et qu'elle bouge pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'œuf du tout. Et si elle est trop fluide, c'est à dire qu'elle fait comme ça directement, c'est terminé. Refaites-la, parce qu'il vaut mieux avoir pas assez d'œuf que trop d'œuf. Pas assez d'œuf, on peut en rajouter, trop d'œuf, on va pas rajouter de la farine, etc. Ça va faire des grumeaux, vous pourrez jamais rattraper une pâte à choux comme ça. Mettez à la poubelle, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, et refaites-en une. Et tout en regardant bien les œufs à incorporer délicatement. C'est pour ça qu'on dit délicatement et pas je mets tout et je mélange, ça sert strictement à rien. On passe sur glaçage d'entremets. Alors on m'a posé beaucoup de questions sur les glaçages d'entremets. Alors moi je fais partie du club, entre parenthèses. Les colorants ne font pas de mal à la santé, sinon on aurait des cancers depuis je ne sais combien d'années, parce que c'est pas depuis hier qu'on fait des pâtisseries avec du colorant, etc. Et même vous en avez dans presque tous vos aliments, que ce soit votre jambon, que ce soit votre yaourt ou votre peu importe, il y a toujours eu des colorants. Et sur les glaçages, c'est-à-dire du décoratif de gâteaux, c'est très intéressant. Alors maintenant, pas d'abus, forcément, si on voit des trucs super flashy qui n'ont rien à voir avec l'intérieur, ça peut en dégoûter certains. Ce que je peux comprendre, c'est comme là en ce moment on vient d'interdire tout ce qui est colorant, enfin tout ce qui est poudre métallisée, or et argent, parce qu'il y a de l'oxyde de titane dedans. L'oxyde de titane, c'est ce qui permet d'avoir du colorant blanc en fait, tout bêtement. Et ce colorant blanc, moi j'en utilise, j'en ai mangé, vous en avez, hein, parce qu'en soi ils le refusent en pâtisserie, mais il y en a dans plein de médicaments. Donc où savoir, où s'arrêter, voilà, c'est législation française, maintenant on doit l'accepter, voilà, mais il est toujours possible d'en retrouver sur internet, hein, vous inquiétez pas. Alors l'or, faut faire gaffe, c'est les paillettes d'or sont acceptées, tout ce qui est or pur en fait c'est accepté. Maintenant les poudres or, il y avait un peu d'oxyde de titane dedans, donc malheureusement ça a été supprimé. Maintenant les glaçages, donc avec couleur, moi ça me dérange pas. Moi je préconise de la colorant poudre plutôt que colorant liquide, parce que colorant poudre les couleurs sont bien plus vives que les colorants liquides, tout comme pour les macarons d'ailleurs, je conseille beaucoup plus les colorants poudre. Petite chose, glaçage, moi je suis pas fan des glaçages au lait concentré. J'essaierai de vous trouver la recette que j'ai de glaçage et je vous la donnerai dans une autre vidéo je pense, tant que je retrouve tout ça. Alors point numéro 2, la différence entre nappage, glaçage et fondant. Alors le fondant c'est ce qu'on met sur les éclairs, tout ce qui est éclairs, choux, etc. En général c'est du fondant, hein. Il y en a d'autres qui font avec de la pâte d'amande, etc. Mais normalement c'est du fondant, donc c'est une petite texture normalement qui est blanche et qu'on colore avec du cacao poudre, avec de l'extrait de café, avec des colorants poudre, voilà, avec beaucoup de ces choses là. Donc ça c'est du fondant. Maintenant le nappage. Nappage normalement vous en avez sur les tartes cuites, poires, pommes, peu importe, c'est normalement du nappage abricot. Vous avez du nappage fraise ou framboise. Et on a du nappage neutre. Alors le nappage abricot, fraise, framboise, ça va être surtout sur les tartes. Maintenant ça reste un nappage pour les choses cuites. Nappage neutre, alors ça peut être utilisé autant bien en tarte cuite qu'en gâteau. C'est-à-dire que c'est un nappage qui est transparent, un peu gélifié, un peu sucré quand même. Il faut mettre dans une casserole avec de l'eau si vous voulez faire un nappage bien propre, bien fluide, etc. qui soit pas trop gélifié on va dire. Faut le faire chauffer, après vous allez ajouter, on va dire, c'est même pas 10% d'eau, donc c'est très peu d'eau. Et après, s'il est bien chauffé, bien homogène, vous allez pouvoir le glacer un de vos gâteaux avec. Colorant ou pas colorant, ça vous faites comme vous voulez, ça peut snapper nature comme ça, transparent, pour juste donner un côté brillant à vos entremets. Ça s'achète, je sais pas si ça s'achète en commerce, je pense que oui.
mais normalement tous les magasins spécialisés en pâtisserie vont en avoir. Moi pour un seau de 4 kg, j'achète ça, je crois que c'est 4 ou 5 euros. 4 ou 5 euros, ça doit être le prix du 200 grammes ou même de 1 kg peut-être, dans des magasins spécialisés, donc ça sera toujours plus cher, mais voilà, c'est des produits qui coûtent pas cher de base. Glaçage, c'est vraiment tout ce qui est, c'est vraiment une préparation que vous faites vous-même avec du lait, de l'eau, vous allez avoir du colorant forcément, du sucre, des poudres, que ce soit poudre de cacao, colorant poudre. Il y a énormément de choses différentes, mais ça va être un glaçage qui va être sur un entremets. Vous n'allez pas mettre un glaçage sur une tarte, ça n'a rien à voir. Tarte cuite, hein, je parle bien, parce qu'il y a des tartes avec fond de pâte et un entremets au milieu, donc c'est un glaçage sur un entremets, hein, c'est plus ça. Donc le glaçage d'entremets, c'est vraiment des choses qui sont colorées normalement et qu'on va utiliser à une température d'environ 35-37 degrés. Ça, c'est la température normalement en général des glaçages. Maintenant, il y a des glaçages selon la recette qu'on va devoir mettre plus chaud ou moins chaud, ça dépend. Alors, pâte levée feuilletée ou pâte levée classique, comment faire? Alors, il vous faut une farine qui soit assez bonne, entre parenthèses. La farine, ça coûte 50 centimes au kilo aux environs. Pour une farine lambda, pour une farine un peu meilleure, vous allez peut-être dépenser 10 centimes de plus, c'est pas énorme pour avoir une farine de qualité. Donc ça, c'est très important, la farine, parce qu'on se dit oui, c'est la farine, c'est de la farine. Et ben non, parce que il y a des taux d'hygrométrie qui vont être mieux absorbés dans une farine qu'une autre, donc il faut bien faire attention à ça. Si la farine coûte 10 centimes plus cher, c'est pas parce que c'est la marque, enfin, en général, c'est parce que elle est de meilleure qualité. Après, il y a le beurre très important dans le feuilletage, que ce soit pâte feuilletée levée. Donc ce qu'on appelle pâte feuilletée levée, c'est tout ce qui est croissant, et pâte feuilletée normale, c'est tout ce qui est pâte feuilletée, feuilletage, c'est le même nom en fait, hein. Donc le beurre, il ne faut pas prendre un beurre normal, il faut prendre un beurre de tourage, donc vous pouvez trouver soit chez votre boulanger s'il est gentil, il vous le vend, ou sinon vous pouvez aller acheter du beurre d'Isigny. Donc c'est un beurre qui est très solide, de très bonne qualité, et que vous allez pouvoir utiliser autant qu'en cuisine, en insertion, dans une pâte ou quoi que ce soit, qu'en pâte feuilletée. Quand on met notre beurre dans notre pâte feuilletée, donc on a une pâte préalable qui est faite, comme dans la pâte feuilletée normale, vous pouvez regarder la vidéo. On a une pâte qui a été faite, on va l'étaler, et après on va mettre une plaque de beurre rectangulaire et assez fine au milieu de cette pâte là pour pouvoir l'enfermer, l'emprisonner en fait dans ces morceaux de pâte. Et ça en fait, ça va permettre d'avoir un très bon feuilletage. Maintenant, pour avoir un bon feuilletage, il faut que votre pâte soit pas trop chaude pour pas faire ramollir le beurre trop vite, et pas trop froide pour pas qu'elle craquelle et qu'elle vous fasse un feuilletage final qui soit pas très joli. Vous allez avoir un beau feuilletage quand même, mais pas super joli non plus. Il faut qu'elle soit vraiment à 20-25 degrés grand maximum, et qu'on puisse l'étaler facilement sans qu'elle craquelle sur les côtés. Si elle craquelle sur les côtés, c'est à dire que votre feuilletage il va rendre du beurre, il va pas être très joli, il va pas être feuilleté parfaitement. Maintenant, quand vous allez refermer en fait votre pâton, un pâton c'est le morceau de pâte qui est final, on va dire, vous allez donner des tours, c'est un tour simple et tour double, c'est-à-dire un tour simple, vous refermez une fois et une autre fois par-dessus, et tour double, c'est vous refermez une fois de chaque côté et vous refermez l'ensemble sur elle-même. Moi je fais 2 tours doubles et 2 tours simples. Après vous pouvez faire 6 tours simples si vous voulez, voilà. Mais entre chaque tour, il faut un temps de repos, un temps de refroidissement. Si vous êtes au frigo, entre 3 et 4 heures. Si vous avez un frigo qui marche très bien, qui est bien froid, ça peut diminuer le temps drastiquement, on est d'accord. Il faut un temps de repos entre chaque tour, vous pouvez pas faire toute la pâte feuilletée d'un coup comme ça, et ça sera bon, non, elle va être trop chaude et elle va avoir tendance à se rétracter, et là vous allez avoir des problèmes. Pour le détaillage de vos croissants pain au chocolat sur une pâte feuilletée levée, il faut bien couper le bord de vos pâtons quand vous allez avoir l'étalé, parce que sur les bords en fait le beurre sera pas égal par rapport au centre, donc il faut bien couper un petit morceau sur chaque bande, et couper après vos morceaux de croissant ou pain au chocolat pour avoir un feuilletage qui soit vraiment parfait, et pas un feuilletage qui soit bon d'un côté et très plat de l'autre, ça sert à rien. Les pâtes en général, il faut avoir la technique, donc c'est en faisant qu'on réussit. On fait tous des erreurs et à un moment donné on va réussir. C'est normal, hein, c'est pas inné pour chacun, donc voilà, il va falloir un peu apprendre là-dessus. Les macarons,
pour les faire, en fait il y a plusieurs types de macarons, macarons meringue italienne, macarons meringue française ou suisse, bah, ça dépend en fait ce que vous allez prendre. Vous avez une vidéo de macarons sur la chaîne YouTube, c'est macarons chocolat, et macarons chocolat c'est avec la meringue suisse et meringue italienne. Alors meringue italienne, il faut avoir une technique aussi, vous faites monter vos blancs préalablement, cuire un sirop de sucre à côté et vous allez cuire tout ça à 121 degrés, il faut que ce soit la cuisson finale. C'est-à-dire que vous allez l'enlever du feu à 118 degrés à peu près pour que dans la casserole il continue de monter tout doucement et quand vous allez le couler dans vos blancs, il soit à 121 degrés. Maintenant quand vous avez enlevé votre cuisson de sucre du feu à 118 degrés, il va falloir attendre que ça débulle. Donc attendre que le sucre arrête de faire des bulles, qu'il soit bien plat, et après vous allez pouvoir commencer à l'incorporer dans vos blancs pour pas que ça fasse de grains, de grumeaux, etc. Et en filet, c'est bien important de dire en filet parce que y en a qui disent en filet c'est bon, ça fait un gros filet. Et non, en fait, le principe de la meringue italienne, c'est qu'il y a un très fin filament de sucre qui arrive dans les blancs pour que ça s'incorpore tout doucement. Et une fois que vous avez incorporé toute votre masse, vous allez pouvoir monter en vitesse pour la faire refroidir. Et contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas l'utiliser froide à 4 degrés, il faut l'utiliser à on va dire 30-35 degrés, température du corps. Vous touchez la cuve en permanence. Si vous sentez qu'elle est à peu près à la température de votre main, c'est qu'elle est bonne. Vous pouvez l'enlever du batteur. Donc une fois que votre meringue est prête, vous l'incorporez dans votre masse qui est normalement faite de poudre d'amande, de sucre glace et de blanc avec colorant ou non, ça c'est votre choix. Et après on incorpore la meringue en soulevant la masse en permanence pour bien incorporer la masse. On n'écrase pas, parce qu'en écrasant, en fait, vous allez avoir des macarons sans collerette. En fait, ils vont être très très plats. Et c'est ça aussi le secret du macaron, c'est qu'il faut vraiment soulever la masse. Alors, il y en a qui vont le faire à la corne, il y en a qui vont le faire à la maryse. Ce que je conseille, c'est la maryse. Maintenant, la corne, c'est vrai qu'on a un truc un peu plus homogène, un peu plus précis, mais il faut mettre la main dedans. Vous préférez prendre des gants. Et pour le dressage, après, pensez que votre coque, normalement, doit s'étaler quand vous allez la pocher. Donc, il ne faut pas pocher à la taille finale. Il faut pocher un peu plus petit. Et en fait, quand vous allez taper votre plaque de macaron sur votre plan de travail, le macaron va s'étaler tout doucement. Après, il va falloir attendre 30 minutes. Très important, c'est le temps de séchage des coques pour que la coque au-dessus soit bien sèche et qu'on puisse mettre en cuisson. N'allez pas la mettre 1h30, ça sert à rien. C'est 30 minutes, pas plus. Ensuite, on met au four pendant 150 degrés et entre 9 et 12-13 minutes. Ça dépend vraiment de votre four. Il faut avoir une coque qui soit dure à l'extérieur et très moelleuse à l'intérieur. Et c'est ça le secret du macaron, c'est la cuisson. On va vous vendre des macarons qui peuvent périmer dans 30 jours. C'est normal, hein, si la coque est extrêmement sèche, il n'y a plus d'humidité dedans, donc moins de problèmes de microbes. Et on va vous vendre ça sur 30 jours. Alors peut-être pas en grande surface, mais dans des boutiques, certaines boutiques qui ne sont pas très calées là-dessus. Donc préférez faire des macarons plus durs à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, c'est la texture parfaite pour un macaron. Maintenant j'ai vu la question, est-ce qu'on chablonne les coques de macarons? Qu'est-ce que chablonner? Déjà, c'est mettre un coup de pinceau. Alors normalement, on prend du beurre de cacao ou du chocolat blanc et on met un coup de pinceau pour imperméabiliser la coque, ou on se fait ça sur des fonds de tarte aussi, mais là c'est pour des coques de macarons, pour pas que la crème entre trop en contact avec la coque et humidifie trop et que ce soit vraiment texture napolitain, quoi. C'est vraiment tout mou, tout, voilà, c'est pas ouf. Et ben alors, sur certaines crèmes, je vais dire oui. Tout ce qui est très liquide, une texture très moelleuse qui rapporte beaucoup d'humidité, je vais vous dire oui, il faut chablonner. Chocolat blanc ou beurre de cacao, ce qui est mieux c'est le beurre de cacao parce que c'est un goût assez neutre. Chocolat blanc c'est plus fort déjà. Et niveau goût, après ça va peut-être changer sur quelques goûts, mais en général sur une crème de macaron vous avez du chocolat blanc, donc en soi ça va pas forcément dénaturer le goût de ouf. Maintenant je le conseille sur certaines crèmes, pas sur toutes, ça sert strictement à rien de faire sur toutes. Si je vous mets une crème au chocolat par exemple, ça ne sert strictement à rien de chablonner. Si je vous mets une crème à la fraise ou à la framboise, citron, orange, ces choses-là, ça va rendre quand même pas mal d'eau. Il faut faire vraiment attention, il faut mettre un petit coup de charbon, c'est mieux. Et sur 2 coques, parce que j'ai vu qu'on m'avait posé la question, 1 ou 2 coques, bah le mieux c'est 2 coques forcément, parce que si on en imbibe une et pas l'autre, c'est pas top quoi. Bon, maintenant, meringue française, c'est poudre mélangée, donc sucre glace et poudre d'amande. C'est un temps pourtant, ce qu'on appelle un temps pourtant, c'est autant de cette masse-là pour cette masse-là. C'est-à-dire que 100 grammes pour 100 grammes, voilà. Vous avez les mêmes poids. Donc si on vous dit 300 grammes de temps pour temps, en général, c'est 150 grammes de sucre glace, 150 grammes de poudre d'amande mis ensemble, bien mélangé. Et voilà. Ce que je conseille vraiment, c'est de mixer votre poudre d'amande, parce que la poudre d'amande qu'on vous vend, elle a beau être marquée fine, elle n'est pas assez fine pour faire des macarons. Il faut vraiment la mixer pour qu'elle soit
très fine et qu'on puisse l'incorporer sans que ça fasse des grains sur le dessus de votre macaron. Donc c'est le conseil, et pas mixer trop longtemps parce qu'une fois que c'est chaud, ça va rendre un peu d'humidité, et dès que ça rend de l'humidité, ça va faire des amas en fait de poudre d'amande, et là vous allez avoir aussi des grains, donc il faut vraiment faire très attention à ça. Et donc pour la meringue française, vous faites votre meringue française, très simple, et après vous incorporez votre meringue aux poudres comme ça, et ajoutez le colorant à la fin. Donc vous pouvez séparer vos masses, c'est ça l'idéal, enfin ce qui est le mieux on va dire avec cette technique là, c'est que vous pouvez séparer votre masse en 2-3 pour faire des coloris différents et pouvoir pocher tout de suite et pas faire 3 meringues différentes pour 3 préparations différentes. Donc ça c'est un peu l'idéal. Maintenant choisissez votre technique, c'est vous qui voyez. Meringue italienne, meringue française, c'est pas forcément le truc qui change de fou. Meringue suisse, c'est déjà plus une cuisson différente quand même, donc c'est à voir. Voilà pour les petits conseils que je peux vous donner. Donc j'espère que ça vous a plu. On se verra pour une prochaine vidéo questions-réponses. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez sur cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et aussi à la page Facebook. On est 82 000 comme je l'avais dit, donc merci beaucoup de nous suivre et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Merci à vous, à la prochaine.